On va regarder aujourd'hui le dernier rhinocéros. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va regarder comment les grands médias ont réagi à l'irruption dans l'actu d'un événement inattendu, la révolte des Kanaks. C'était pas si inattendu que ça. Les spécialistes disaient depuis Mais longtemps justement, les que- journalistes, c'est pas des spécialistes, donc regardons comment ils ont géré ça. On va pas se mentir, nous-mêmes, on n'est pas des spécialistes de la question. Par contre, on commence à bien connaître le système médiatique. On a travaillé sur le traitement des semaines qui ont suivi le 7 octobre. On a bien vu comment les narratifs des dominants s'imposaient comme des narratifs dominants. On a bien vu les difficultés qu'on pouvait avoir en France à évoquer la question coloniale en particulier. Eh bien, c'est tout ça qu'on va regarder aujourd'hui, en portant notre attention précisément sur les premiers jours de la révolte et sur leur traitement médiatique. La révolte des Kanaks, c'est une révolte de colonisés. C'est quand même dur de prétendre le contraire, mais ils vont essayer quand même. Alors on va voir comment ils s'en sont sortis, nos journalistes préférés. Bah pas très bien. Hein. Ils ont évidemment pas parlé de révolte en Kanaki. Ils ont parlé de crise, d'émeutes, de pillage en Nouvelle-Calédonie. Déjà, c'est pas le même cadrage. La Kanaki, c'est le nom qu'utilisent pour désigner leur pays les indépendantistes Kanaks. Les Kanaks, c'est un peuple de Mélanésie qui s'est fait envahir il y a 2 siècles par la France et dont le territoire est toujours occupé, exploité par l'État français qui, lui, nomme ce pays la Nouvelle-Calédonie. Évidemment, c'est de Nouvelle-Calédonie dont on va parler dans les médias français. Seul le journal L'Humanité a choisi d'utiliser le nom Kanaki Nouvelle-Calédonie. Vous voyez que là, il y a un enjeu. Est-ce qu'on prend le nom choisi par les colons ou le nom choisi par les colonisés? Et c'est ce genre de questions que les grands médias ont dû trancher, dans l'urgence. Des arbitrages qui ont dû être effectués avant même d'avoir pu penser ces questions, avant même d'avoir pu se documenter sur une situation qu'ils semblaient découvrir. Et ça c'est terrible parce qu'en règle générale, que ce soit pour les Kanaks, que ce soit pour la Palestine ou en règle générale, les médias, j'ai l'impression que ça a toujours été le cas, mais que c'est de plus en plus le cas, le côté il faut vite avoir un point de vue, il faut vite donner son avis, il faut vite se positionner et surtout il faut se positionner pas par rapport à ses convictions, pas par rapport aux faits, enfin si surtout par rapport à ses convictions, mais aussi par rapport à un consensus, mais beaucoup moins par rapport aux faits, et parce que les faits ça demande de la recherche, les faits ça demande une objectivité, et les faits ça demande peut-être d'aller à l'inverse d'un consensus journalistique, médiatique, ou même pourquoi pas gouvernemental, qui peut nous amener des polémiques comme les Insoumis ont pu avoir quand ils ont pris position vis-à-vis de la Palestine, comme Mediapart peut avoir quand ils dénoncent des trucs de Sarko et qu'on leur dit oui c'est des fouilles merde tout ça, et ils ont pas, il y en a ils ont pas envie, il y en a ils ont pas le temps, et c'est ça qui est terrible. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, nous on va pas remonter trop loin, on va remonter quand même au mois d'avril, ceci dit, parce qu'en avril tout était déjà en place et ça se jouait déjà dans la rue. À l'époque il y avait des manifestations monstres. Par contre, on en parlait, mais sur France 24, et quand on évoquait les Outre-mer. Ça n'intéressait pas tellement la métropole, et pourtant les manifestations étaient spectaculaires. On parle d'environ 30 000 personnes dans les rues de Nouméa. Et ça c'est un truc moi qui personnellement m'a toujours énervé, c'est le côté t'as vraiment l'impression que les dom-tom, Guyane, Nouvelle-Calédonie, tout ça, c'est pas la France. En vrai, comment le gouvernement, comment l'opinion publique, comment les médias en parlent, c'est pas la France. D'un point de vue, il y a 2 poids 2 mesures d'une manière de ouf, moi je trouve. Dans le sens où les mêmes problèmes de manifestation qui se passeraient en France métropolitaine, j'entends, tu prends les mêmes problèmes de manifestation en France métropolitaine, t'inquiète pas que les journaux en auraient parlé sur BFM, sur CNews, sur machin, etc. Par contre, comme c'est la Nouvelle-Calédonie, on s'en branle un peu plus, on attend que ça pète et que ce soit vraiment plus grave. Et je suis désolé, mais si jamais ils sont censés être français comme nous, on doit les traiter médiatiquement comme le reste de la France, tu vois. En Nouvelle-Calédonie, la tension monte autour du sujet ultra sensible du corps électoral pour les élections provinciales, provoquant manifestations et contre-manifestations des indépendantistes et des non-indépendantistes. Les listes électorales sont figées depuis 1998 au profit des Kanaks minoritaires sur le territoire. Pour faire simple, le dégel du corps électoral, c'est la fin d'un processus qui aurait pu mener à certaines formes d'autonomie, voire peut-être à des réparations. Permettre à tous les habitants qui résident là-bas depuis plus de 10 ans de voter lors de ces scrutins régionaux, eh bien, c'est donner les pleins pouvoirs aux colons et aux métropolitains. Alors, je m'y connais peut-être pas assez, mais ça fait quand même penser à certaines positions, manières de faire qu'on peut avoir en colonie, en règle générale, avec les pieds noirs en Algérie, qui avaient beaucoup plus d'influence que les Algériens, ou alors en Afrique du Sud, il y a 20% de blancs, enfin à l'époque de l'apartheid, il y a 20% de blancs, mais c'est eux qui dirigent le pays.
pays, tu vois. Je sais pas, ils sont chez eux, tu vois, genre peut-être que... Puis après, je dis pas, hein, ceux qui sont là depuis plus de 10 ans, ils méritent aussi peut-être de pouvoir voter là-bas, hein, je dis pas le contraire, peut-être. Mais faut quand même se poser la question de ce que ça fait d'un point de vue droit des humains là-bas, de ce que ça fait d'un point de vue volonté du peuple. Et encore une fois, est-ce que la France reconnaît assez le territoire en lui-même, et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que ça dit de notre volonté nationale, d'unité? Et bah ça pue un peu la merde, je trouve. L'enjeu, pour les Kanaks, c'est leur survie en tant que peuple et en tant que nation. Pour les colons, c'est d'obtenir enfin l'assurance qu'il n'y aura pas de décolonisation. Les deux parties jouent leur vie là-dedans. La Kanaki Nouvelle-Calédonie est une poudrière. Et pour s'en convaincre, il suffisait d'écouter la députée loyaliste Sonia Backes, il y a un mois, toujours sur France 24. On va se battre, et je le dis à Paris aujourd'hui, je le dis à tous les parlementaires qui tremblent, qui ont peur que ce soit le bordel en Calédonie. Le bordel, c'est nous qui le mettrons si on essaye de nous marcher dessus. Ça suffit maintenant! Eux, là, les loyalistes, les colons, évidemment, ils veulent rester sur l'île. Ils veulent même obtenir sa départementalisation, au moins la région sud, celle où il y a Nouméa, celle où il y a les richesses. Ils veulent que le gouvernement avance vite, et en finisse avec ces atermoiements de décoloniaux, là. Parce que l'île n'est pas un département français, c'est un territoire qui a un statut un peu particulier. 165 ans après la colonisation de l'archipel par la France, la Nouvelle-Calédonie est considérée par l'ONU comme l'un des 17 territoires non décolonisés que compte encore la planète. Putain, mais la honte, quoi, la honte. On a encore des colonies aujourd'hui, mais c'est un délire. Je savais pas tout ça, tu vois. En vrai, je vais pas faire le mec, hein. Je savais pas du tout, je connais pas assez, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il faut se renseigner, et y a pas de honte à avoir. Le truc, c'est de pas être certain qu'on dit des trucs vrais quand on dit potentiellement de la merde, parce que on s'y connaît pas, et y a pas de souci de pas s'y connaître, ça arrive. Mais putain, la honte. Et après, c'est les colons qui veulent qu'il existe des trucs, quoi. C'est n'importe quoi. Décoloniser, c'est pas l'indépendance tout de suite, ça veut dire déjà en finir avec un certain rapport colonial. Un rapport qui perdure sur l'île. Les colons possèdent toujours les industries, les commerces, et les colonisés, eux, sont appauvris, marginalisés, pas du tout intégrés évidemment, exploités. Bref, les rapports coloniaux se sont maintenus dans cette société, de manière assez choquante. Et le projet du dégel du corps électoral a provoqué ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire une révolte. Alors, comment on a présenté ça aux métropolitains? Vous avez à Paris des idéologues qui ne connaissent rien à rien. Vous avez cité tout à l'heure un journaliste, je pourrais en citer un autre, qui n'ont jamais ouvert un livre de leur vie. Oh, tu parles de toi là, frérot? Parce qu'un journaliste qui a jamais eu ouvert un livre de sa vie, ça en rappelle un mec, hein. C'est bien d'assumer, Pascal, que tu t'y connais pas assez bien. Maintenant, une fois que t'as assumé que tu t'y connais pas, faut arrêter de parler. Dans les grands médias, tout a commencé le 13 mai. Dans les jours qui ont suivi les premières nuits de pillage et d'incendie, il était évident qu'il fallait parler de la situation en Kanaki. Je vous laisse découvrir ce plateau d'experts et ce bandeau sur BFM TV. Donc vous voyez, on a Patrick Caram, c'est un politique, un sarkozyste convaincu, Anna Cavana, la meuf de Jean-Michel Blanquer, on aura le point de vue de la Macronie, c'est bien. Peut-être même de petites indiscrétions sur l'humeur de Gabriel Attal et la manière dont il va boucler le dossier rapidement et avec autorité. Donc là, on sait qu'on n'aura pas de point de vue de gauche. Les deux profils les plus politiques autour de la table, là, c'est des droitos. Hein. On n'aura pas de point de vue décolonial non plus, hein, mais Oh bon. non. Oh mince, on n'aura pas un point de vue de gauche, putain, quelle surprise, hein. C'est pas comme si le seul limite, si jamais t'as un point de vue de gauche sur un plateau, c'est soit Mélenchon parce qu'on est obligé de l'inviter, ou soit l'autre Éric Nolot parce qu'à Skip il est de gauche le gars, putain, mais c'est incroyable. Ah mais ça c'est un délire. On a tellement perdu plein de batailles médiatiques traditionnelles, télé, journaux, etc., qu'on en est à juste vouloir qu'il y ait une personne de contradiction de gauche sur un plateau. C'est quand même terrible, quoi. Dans les premiers jours, on a senti que tout le monde était pris de court. On a senti que les journalistes ne savaient pas encore qui inviter. C'est tout con, mais même quand tu veux inviter des spécialistes, faut les connaître, faut avoir leur numéro et tout. France Info y était arrivé. Ce jour-là, le 16 mai, le jour où BFM avait choisi de se contenter du mec de Faites entrer l'accusé, Salia Braclia recevait Benoît Trépied, anthropologue chargé de recherche au CNRS, spécialiste du droit kanak et de la Nouvelle-Calédonie. Et il avait pas mal de trucs à dire, parce que si les médias étaient à la ramasse, Darmanin, lui, avait commencé à imposer son cadrage, à marteler ses éléments de langage. Par exemple, il parlait déjà de voyous et il avait déjà commencé à qualifier la CCAT d'organisation mafieuse. La CCAT, c'est un comité de coordination, voilà, pour organiser les actions sur le terrain. C'est une orga assez jeune, mais c'est elle qui, par exemple, avait organisé les grandes manifestations d'avril qu'on vous a montré un peu plus tôt. La CCAT, depuis 3 mois, elle a multiplié les manifestations
pacifiques, qui étaient extrêmement familiales, qui étaient dignes, qui ont été des grands moments finalement d'affirmation identitaire. Il y a des troupes de danse qui sont allées. Ah bah tiens, bizarrement, ça me rappelle un peu la manif pour les retraites, où c'était très chaleureux pendant longtemps, où il y avait des trucs, où c'était pisse et tout, et que bizarrement, bah, on disait ouais, les casseurs et tout, alors qu'en vrai, déjà, c'était une minorité, et c'était pas dès le début, tu vois. C'est comme les gilets jaunes, au début, c'était gentil, mais bizarrement, bah, quand on n'écoute pas les gens, ça pète. C'est bizarre, hein. Franchement, trop bizarre. Et c'est là qu'on voit que c'est important le choix des invités. Le gouvernement, il a déjà un discours tout prêt. Donc quel est le rôle des médias? C'est de l'accompagner, ce discours, ou de le mettre en perspective? Dans l'urgence, bien évidemment, ce sont les experts qui vont pouvoir faire ce travail et qui vont même permettre aux journalistes d'y voir plus clair, de mieux connaître les acteurs, de les identifier, d'échapper aux éléments de langage du gouvernement. Encore une fois, parce que c'est une situation coloniale, je suis désolé de le répéter, mais de fait, c'est cette situation coloniale qui a construit des rapports antagonistes entre les communautés. Là où j'ai l'impression qu'il y a quelques années, des personnalités, même de droite ou de gauche, commençaient à accepter les torts, la colonisation, à dire pardon pour l'Algérie, etc. J'ai l'impression que là on fait vraiment un retour en arrière tout et on se met les œillères en mode non, on n'a rien fait, on est gentil, on est gentil. Et on met les éléments de langage, on les matraque, en espérant que ça passe. C'est n'importe quoi. C'est bien évidemment ce contexte colonial qui va mettre un petit malaise dans les rédactions. Alors, évidemment, dans la presse écrite, on en parle correctement, on raconte les choses. Mais sur les chaînes info, on n'est pas là pour faire de l'histoire, de la géographie, de l'anthropologie ou je sais pas quoi. On est là pour commenter les trucs qui crament. Il y a des trucs qui crament, il y a des images, on commente les images de trucs qui crament. Et puis, comment faire revenir l'ordre? Là, maintenant, on fait quoi? Non, parce qu'on parle des chaînes d'infos, mais sur le JT de France 2, c'était pareil. Hein. Ce gymnase est entièrement détruit par les flammes. Pour la deuxième nuit consécutive et malgré le couvre-feu, Nouméa s'embrase. Mais ça, c'est un truc qui est incroyablement malhonnête. C'est que ce soit pour les gilets jaunes, que ce soit pour les manifestations pour les retraites, que ce soit même avant, hein, et là, que ce soit pour Kanak ou ce que tu veux, on va faire du sensationnalisme en mode regardez ça crame, regardez, il y a des gens qui font le bordel dans la rue, oulala, sans essayer de faire comprendre, c'est pas venu comme ça le bordel. C'est pas genre, il y a 3 pecnos, ils étaient là en mode tiens, on s'emmerde et si on cramait des trucs. Non, il y a des raisons, il y a une histoire, et si on n'essaye pas de comprendre cette raison, cette histoire, cette accumulation et le pourquoi du comment, si on met juste les images en disant oulala ça a cramé, bah bizarrement la population elle va peut-être pas être objective sur la situation. On met bien sûr l'accent sur la dégradation des biens, surtout des commerces d'ailleurs. Et on nous parle des habitants, pas n'importe quels habitants, hein, les blancs, mais ils sont juste présentés comme des habitants. Ils habitent là quoi. Oh bah oui, parce que évidemment, hein, pourquoi s'emmerder à présenter des gens autrement que des blancs, hein, pourquoi s'emmerder à présenter des gens qui peut-être auraient des trucs autres à dire que ouin on a cramé ma voiture, en mode pourquoi les voitures crament, pourquoi il y a une colère. Ces habitants, ces simples habitants là, ils installent un nous et un eux, ils ont peur du eux, hein. Le nous évidemment on est un peu compris dedans, on s'identifie, et le eux c'est des pillards, des silhouettes lointaines, inquiétantes, qui pillent. Hein. Alors que non, c'est peut-être juste des habitants, c'est peut-être juste des gens qui ont une colère, qui s'expriment, qui se font coloniser, etc. Un peu comme les gens pendant la manifestation pour les retraites ou les gilets jaunes qui étaient tellement énervés que du coup ils se sont mis à cramer des trucs parce qu'on les écoutait pas, on les prenait pour des cons et que peut-être que à force de voir que dans les plateaux télé on les écoutait pas, que le gouvernement il avait une langue de bois, ils se sont dit ah ouais on les écoute pas, on manifeste pacifiquement et ça fait rien, on va cramer des trucs et du coup ils passent aussi pour les méchants. Et moi ce qui est terrible c'est que en France, on peut nous voir, quand c'était en France les gilets jaunes, la manif des retraites, on comprenait, parce qu'on faisait partie du peuple, on faisait partie du truc, mais quand c'est ailleurs, là par contre c'est en mode, oh là là, les pauvres petits blancs qui se font harceler par les méchants noirs qui brûlent, ouh là là, c'est méchant dis donc, hein. Alors que non, faut peut-être essayer de voir pourquoi ils brûlent et que peut-être qu'il y a un problème de colonisation, il y a un problème au niveau de l'indépendance, de répartition des richesses, etc. Bon, on se doute bien que les journalistes vont pas aller interroger les pillards en pleine séance de loot, mais ils auraient pu faire une visio avec une mère kanak inquiète que son enfant soit dehors par exemple. Non, parce que dans ces cas-là, tout le monde est inquiet, il n'y a pas que les blancs. Ah bah oui, non mais c'est ça, il n'y a pas que les blancs. Bizarrement, mais c'est comme, mais encore une fois, c'est comme en France, hein. On va nous dire, quand il y a des manifestations, quand il y a des trucs qui brûlent, etc., on va nous montrer le pauvre petit blanc ou le pauvre petit machin qui a perdu sa voiture, mais on va pas montrer la mère
inquiète pour son enfant, qui peut-être pour une cause juste mais s'expose à du danger, ou le petit vieux qui pour sa retraite s'est fait gazer, tu vois, ce genre de truc. On va pas montrer ça bizarrement. On va montrer le pauvre petit propriétaire du Phuket dont la devanture a été brûlée, sniff sniff. Le pire, c'est moi ce qui me fait flipper, c'est que c'est de plus en plus gros ce genre de truc, mais ça passe de mieux en mieux. C'est un délire. Blanc. Ils ont spontanément, dans l'urgence, adopté le point de vue du colon. Et c'est le point de vue du colon inquiet qui sera adopté aussi pour parler des insurgés, des pillards, mais aussi des alcooliques, des analphabètes, des idiots, des violents, des terroristes, des sauvages quasiment. Des racistes même. S'ils s'attaquent au commerce des Blancs, c'est parce qu'ils sont fondamentalement racistes. C'est un point important ça. Quand on veut préparer l'opinion publique à une répression féroce, il faut commencer par dresser un portrait effrayant de ceux qu'il va bien falloir réprimer. C'est de Blancs maintenant. Parce qu'une fois qu'ils ont tous saccagé à l'extérieur, maintenant il faut aller terroriser du blanc. On parle de terrorisme. Ce qui me révolte le plus, c'est pas l'état de ces êtres. On ne parle même pas d'êtres, là on parle de chair de haine. De chair de haine, je peux pas vous dire autrement. De chair de haine sans cervelle. Mais niquez-vous là, c'est bon là. Non mais c'est un délire quoi. Non mais remettons en perspective. Que la meuf, elle ait peur. Ça je l'entends. Que elle ait une appréhension envers les noirs dans l'état actuel des choses, à la rigueur, je pourrais l'entendre parce qu'effectivement, c'est beaucoup les personnes anticoloniales de Kanak, j'imagine que c'est beaucoup des noirs parce que c'est des locaux. Logique. Mais les déshumaniser à ce point-là, leur enlever leur humanité à ce point-là, tu vois, c'est dégueulasse, c'est n'importe quoi. Et surtout, je suis désolé, mais s'ils viennent piller vos trucs, c'est pas parce que vous êtes blanc, c'est parce que vous êtes les riches. Je veux dire, vous seriez asiatique, vous seriez arabe, vous seriez ce que tu veux, vous seriez noir, mais je sais pas, je dis une connerie, mais sinon c'est les Sénégalais qui auraient colonisé Kanak. Ça aurait été la même chose. Je suis sûr que ça aurait été la même chose. Mais non, c'est parce que vous êtes blanc. Alors, par contre, ce qui est marrant, c'est que pour faire du ouin racisme anti-blanc, il y a du monde. Par contre, quand il s'agit de vraies violences policières, de vrai racisme en hexagone, en métropole, là par contre, non, faut arrêter de voir du racisme partout, faut arrêter de se victimiser. Évidemment, bien évidemment. Des chairs de haine sans cervelle. Je sais pas si on peut aller plus loin dans la déshumanisation. Je sais même pas si j'ai déjà entendu une manière aussi abjecte de parler d'un être humain. Oh si, t'as vu plus abject de parler d'un être humain quand on parlait de Gaza et quand on parlait des Palestiniens. Et puis, ils veulent mettre les Blancs dehors. C'est du racisme en fait. C'est du racisme anti-blanc même. C'est un État racial qui nous est proposé. C'est un État raciste qui nous est proposé. Les Blancs dehors, qu'est-ce que ça veut dire, les Blancs dehors? Vous voyez le retournement, hein. Les Français vont là-bas, installent des politiques coloniales, des politiques racistes en fait, et ce sont les colonisés qu'on traite de racistes le jour où ils disent non, si, les blancs dehors là. Ça, c'est exactement le même genre de truc qu'on a avec les banlieues, par exemple. Les banlieues, on les fourre dans des banlieues de merde, les immigrés ou les fils d'immigrés, etc. On les stigmatise, on met aucune politique sociale pour aider, ou le minimum légal, genre allez tiens, prends une balle de foot et vous cassez pas les couilles. Il y a des interpellations aux faciès, il y a des arrestations aux faciès, il y a des violences policières par racisme. Et après, quand ça s'énerve et que ça se rebelle, oh bah pourquoi ils se rebellent, dis donc, ils sont anti-blancs ou quoi? C'est fou parce que c'est toujours le même processus en fait. Il y a encore cette transmission dans les familles de ce passé colonial, de toutes les exactions qui ont été commises à l'encontre des Kanaks, les spoliations de terres, les viols, la soumission aux travaux forcés, expliquait la sociologue Evelyne Barthou dans un article de TV5 Monde. Et ça ne remonte pas au XVIe siècle. Les Français sont arrivés vers 1850, donc ça remonte à quelques générations à peine, c'est très récent. Pour les Kanaks, les blessures sont encore à vif. Et ce rapport brutal qu'ont les colons aux autochtones, il n'a pas disparu magiquement. Et évidemment, ce racisme qui perdure n'est pas montré dans les grands médias, il n'est pas très documenté de toute façon. On ne documente pas le racisme, hein. En France, on vous renvoie à notre épisode précédent. Le racisme, c'est pas un truc dont on parle. Enfin si, on peut parler de racisme dans ce pays, mais de racisme anti-blanc ou d'antisémitisme. Donc les seuls qui soient racistes, ce sont les Noirs, les Arabes, et dans ce cas-là, les Kanaks. Et donc, puisque les grands médias ne nous parlent pas du racisme des colons, du racisme qui s'exerce contre les Kanaks, eh ben il faut aller chercher dans les archives.
Et c'est ce qu'ont fait les internautes. Ils ont exhumé un numéro de Striptease, la célèbre émission documentaire. Un numéro réalisé en 1998. N'empêche, heureusement qu'on a Internet, hein, parce que grâce à Internet, on peut quand même éviter d'avoir des énormes conneries dites en permanence et avoir quand même un contre-discours, un minimum. Que putain, t'imagines, on aurait que les chaînes genre CNews ou alors RTF à l'ancienne, on en boufferait des conneries et je suis sûr que vous comme moi, on avalerait la pilule plus facilement. Hein. Un numéro réalisé en 1998, peu avant le référendum qui allait ratifier les accords de Nouméa. Cet épisode était découpé en 2 parties. La première s'appelait Putain de caldoche et la seconde, celle qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux ces derniers jours, s'appelait Enculé de Canaque. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est pas les Canaques qui ont commencé à péter les couilles aux blancs, hein. Alors, allez, bouge-toi le cul un peu. Pas payer rien branler, là, hein. Pas les Canaques qui vont faire chier les blancs. Hein? Putain, c'est quoi un Canaque? Ils savent jamais rien, ces enculés, là. L'indépendance, c'est pas vous allez faire comment que les blancs vont être partis, hein? Vous allez faire comment qu'il n'y aura plus de blancs? C'est horrible, c'est dégueulasse. Et on se dit ouais, c'est en 98, mais c'est encore d'actualité ce genre de truc. Et après, on se demande pourquoi les mecs s'énervent, quoi. Et après, ça crée un indépendant. Ça, c'est marrant, quoi. Hein, c'est ce qui s'appelle vulgairement cracher dans la soupe. Bah oui, se cracher dans la soupe. Vous êtes venus, vous avez tout pris, vous prenez tout pour vous, vous les insultez, vous les sous-traitez, vous les sous-payez. Mais ça crache dans la soupe, bien évidemment, bien évidemment. Putain, hôpital, charité, poutre, œil, enculé, quoi. Avant d'être indépendant, il faut se rendre indépendant économiquement, puis après on peut réclamer une indépendance totale. Mais tant qu'on dépend d'un pays, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est s'affermer. Hein. Là, évidemment, on voit le racisme. On voit comment le colon parle au colonisé. On dirait des images d'un autre âge. Et pourtant, c'est de 1998. Non, mais vous vous rendez compte? Et il y a un autre passage de l'émission qu'on voulait vous montrer, même s'il a moins fait réagir. Regardez. Tout ça, à partir de là, c'est chez moi, ça. Tout ça. Tout ce magasin là. Là, c'est à moi. Tout ça, c'est à moi. Ça, c'est une ancienne boulangerie, ça, voilà. Là. C'est à moi, c'est ça. Et là, j'ai loué, les gars, ils font une menuiserie dedans. L'appartement, c'est à côté, c'est à moi. Voilà, c'est ça l'appropriation des terres, des richesses. Ça donne des gars comme ça, qui possèdent tout, qui se sont considérablement enrichis et qui traitent les locaux comme de la merde. La colonisation, c'est la dépossession. Et puis surtout, il a raison, enfin elle a raison le hein, la décolonisation, enfin la colonisation c'est la dépossession, mais c'est aussi finir par croire que ça t'est dû, que ça te revient de droit parce que t'es blanc, parce que tu l'as acheté, parce que tu l'as colonisé, et croire que ça t'a toujours appartenu. Et ce qui me fait marrer, c'est que ça va être les mêmes personnes qui vont dire oui la France, nanana, on a envahi, mais frérot c'est la France qui envahit les autres pays, pas l'inverse. Remets les choses dans le bon ordre quoi. Il y a plein d'ethnies, elles seraient peut-être pas venues en Europe si jamais on n'avait pas colonisé leur pays et pillé leurs richesses, tu vois, je sais pas. 1998, c'était hier. Et pendant que nous, on vivait dans une France où on scandait « Zizou président », et ben eux, ils vivaient dans une société où on pouvait dire « enculé de Canaque ». Voilà. En 1998, Nicolas Metzdorf avait 10 ans. Fils de colon, d'une famille de possédants et de dirigeants politiques, il a grandi dans cette ambiance-là, au milieu de blancs qui parlaient comme ça, sans doute. Aujourd'hui, c'est un député Renaissance de Kanaki Nouvelle-Calédonie, farouchement opposé à l'indépendance. Il est rapporteur du projet de loi qui veut réformer le corps électoral calédonien. Et c'est lui qui a été invité absolument partout, dès le 13 mai, pour diffuser ses éléments de langage et nous expliquer son point de vue de colon. Cette jeunesse alcoolisée, dangereuse, a été biberonnée aux discours indépendantistes les plus radicalisés depuis leur enfance. Des discours qui veulent faire croire qu'il y a des gens plus légitimes que d'autres en Nouvelle-Calédonie à cause de l'histoire. Et ça va encore une fois être les mêmes qui vont nous parler d'histoire en disant que les Blancs sont plus légitimes qu'autre chose en France. C'est un délire, c'est un délire. Et comme va le dire Usul, hein, je suis sûr. Et toi, t'as été biberonné à quelle vision des Kanaks? Quelle vision du territoire? Et toi, t'as été biberonné à quoi, Nicolas Metzdorf? Comment on parlait des Kanaks chez toi le dimanche en famille? Une autre personnalité dont on a aussi beaucoup parlé, à qui on a beaucoup donné la parole, c'est Sonia Backès. Présidente de la province sud de la Nouvelle-Calédonie, elle aussi députée Renaissance, bien qu'elle ait des idées très proches de l'extrême droite. C'est elle qui menaçait en avril les parlementaires français de mettre le bordel sur l'île si la loi n'était pas votée rapidement. Aujourd'hui, elle appelle toujours à la violence, mais elle a le soutien des gendarmes. Aujourd'hui, concrètement, on a des gens, des Français, qui tirent sur les forces de l'ordre, pour atteindre un objectif qui est de mettre dehors d'autres Français. Et je note également que vous parlez de terroristes, hein, pas d'émeutiers. C'est plus le cas aujourd'hui. Des émeutiers, c'est ce qui a été connu en métropole il y a quelques mois. Là, on est dans des armes, on est dans des...
ils brûlent les maisons, les magasins, ils pillent. Ah bah oui, hein, c'est sûr que c'est pas la même chose. C'est sûr que là, quand c'est eux, c'est pas des émeutiers, hein, c'est des terroristes parce que ça brûle et tout. Alors que ça brûlait pas en France, hein, par contre, hein, ça brûlait pas du tout. Vous voyez le délire, vous voyez la différence de poids de mesure entre si t'es blanc ou pas. Les gilets jaunes, comme c'était beaucoup de blancs et aussi en France métropolitaine, alors là, c'était des gens en colère, c'était des émeutiers. À la rigueur, on va dire que c'était des extrémistes, pourquoi pas, mais on les appelait pas terroristes. Alors que là, les Kanaks, qui font la même chose, hein, finalement, dans l'idée, peut-être un peu plus vénère, mais dans l'idée, ils font le même genre de procédé, et là, c'est des terroristes. C'est un délire. La société, là-bas, est largement ségrégée. Ces gens sont des colons qui ont été élevés dans une société coloniale. Et pourtant, c'est eux qu'on invite. À la matinale d'Inter, par exemple, dans cette interview qui date du 15 mai, voici comment était reçu Nicolas Metzdorf. La famille de Sonia Backès, qui est donc la présidente de l'Assemblée de la province du Sud et ancienne secrétaire d'État à la citoyenneté, a été visée. C'est même le domicile de sa famille a été incendié. Sur BFM TV, elle dit « Mon père n'a pas été attaqué parce qu'il est mon père, il a été attaqué parce qu'il était blanc ». Voilà, ça c'est la question. Est-ce qu'il y a du racisme anti-blanc? Aucune critique sur les déclarations de sa pote Sonia Backès, le cadrage est celui du colon. Bah oui, bien sûr, il a été attaqué pas parce que c'est le père d'une personne qui est contre la décolonisation et qui fait tellement d'horreur et qui dit tellement d'horreur et qui colonise, etc. Non, c'est pas du tout ça. Ça, c'est un hasard, ce soit son daron, tu vois. C'est un délire. C'est pourtant évident, tu vois. Genre, si jamais demain, je dis une connerie, un arabe ou un noir agresse Marine Le Pen, les gens vont forcément dire que c'est parce qu'elle est raciste. Ils vont pas dire que c'est du racisme anti-blanc tout court. C'est évident que c'est pas juste au hasard, tu vois. Enfin, je sais pas, ça me paraît évident, mais quand c'est pas en métropole, on dirait que les gens deviennent cons. Ou alors qu'ils en profitent que ça intéresse moins les gens et que c'est pas en métropole pour donner une autre vision du truc. C'est possible aussi. Les indépendantistes sont donc les racistes, hein. Très bien. Oui, voilà. Et c'est comme, tu vois, des jeunes là qui sont racistes anti-blancs, qui veulent pas s'intégrer, ils veulent juste piller, ils sont juste violents, ils sont là, ils regardent les écrans, ils regardent TikTok, tout ça, mais c'est comme les émeutes après la mort de Naël en fait. Je l'avais dit tout à l'heure. J'avais pas dit exactement Naël, mais j'avais parlé des manifs et j'avais parlé des banlieues. Oh, je suis trop fort. Je l'avais dit, mais c'est exactement ça, bien sûr. C'est les mêmes, c'est la même chose. C'est en tout cas comme ça que les choses ont pu être présentées sur CNews. Je pense qu'il y a autant de rapports entre les revendications indépendantistes et ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie qu'entre la mort de Naël en juillet dernier et les émeutes de l'été dernier. Oui, moi aussi je suis d'accord avec lui, il y a autant de rapports entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a totalement rapport. Lui il va dire qu'il n'y a aucun rapport, mais moi je vous le dis, il y a totalement rapport, il y a corrélation. Je veux dire, les émeutes après la mort de Naël, elles se sont pas faites pour le plaisir. Elles se sont pas faites comme ça en mode « Ah bah tiens, allez, on y va ». Non, il y a une vraie colère, il y a une vraie indignation, il y a des gens qui en ont marre de voir leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, leurs pères, etc. juste parce qu'ils ont la même couleur de peau qu'eux, se faire emmerder, se faire agresser, se faire stigmatiser pour ça. Et c'est exactement la même chose à Kanak. On l'a vu dans le striptease, vous avez vu comment ils parlent aux gens aux Kanak? C'est un délire. Je sais pas comment on dit, les Kanakais, les Kanakois, les Kanakoises, je sais pas. Mais c'est un délire. Non mais vous avez vu le bandeau de CNews? Ils ont bousillé notre île. Ces Kanaks là, ils détruisent notre île, voilà. Bah oui, parce que c'est pas la leur, évidemment, c'est la nôtre. Ah mais, plus on avance et plus j'ai l'impression de me dire... Mais en fait, c'est ça qui a dû se passer à l'époque de l'Algérie, en fait. C'est genre, oui, les Algériens qui arrêtent pas de bousiller notre colonie, là, parce qu'ils veulent l'indépendance, c'est trop du cul. Et même à l'époque, mais c'est un délire de voir que merde, quoi, on est en 2024, et on est encore sur le rapport, sur le point de vue du colon, justement, plutôt que du colonisé, et même pas on essaie de faire semblant en mettant en perspective les deux points de vue, tu vois. Si encore à la rigueur c'était d'un côté la représentante Renaissance là qu'on a vu tout à l'heure, plus de l'autre côté le représentant ou la représentante des indépendantistes, au moins il y aurait une espèce d'équilibre, mais là même pas. Alors évidemment aujourd'hui beaucoup de voix appellent au calme, y compris du côté kanak. Il y a déjà eu beaucoup de morts, des gendarmes, mais bien sûr aussi de jeunes Kanaks. Et ça, on n'en parle jamais. C'est même ce que reprochait à BFM TV Isabelle Merle le 15 mai. 3 morts, et parmi les 3 morts, il y a 2 jeunes Kanaks au moins, même 3 jeunes Kanaks, je crois. Vous ne le dites pas, vous devriez le dire quand même.
deux apparemment de sources journalistiques locales qui ont été tués sans raison. Donc, faudrait quand même préciser. Ah bah non, on va pas préciser, c'est pas des blancs, pourquoi on le ferait? Attends, t'imagines? Si c'était des blancs, t'inquiète pas que ça aurait fait le tour de BFM et de CNews, mais vu que c'est des Kanaks, attends, c'est pas vraiment des humains, on l'a vu tout à l'heure, c'est un peu des animaux. Des Kanaks qui ont donc été tués par des colons qui sont surarmés. On dit souvent qu'il y a environ 100 000 armes en circulation sur l'île, mais on oublie souvent de préciser qu'elles sont majoritairement détenues par des colons. De toute façon, on parle pas de colons surarmés, hein, ça se dit pas, non, on parle d'habitants. On parle de citoyens inquiets, de citoyens qui se constituent en comité de quartier, qui se constituent en milice. Ils le disent eux-mêmes, en milice. Non mais mettez, pendant que vous y êtes, mettez des petits chapeaux blancs et pointus, hein, ça ira plus vite les frérots. Au moins vous serez clair dans ce que vous faites, au moins vous assumerez là. On peut le dire sans que ça choque Olivier Truchot, ça l'intéresse. Ah oui, tiens, des milices. Vous parlez de milices, comment s'organisent-elles? Du coup, qui prépare les sandwichs? Vous avez des armes? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Vous avez un groupe WhatsApp? Bon allez, bon courage monsieur, hein. Tenez bon. Ouais mais c'est de l'autodéfense, c'est des milices d'autodéfense. On a bien le droit de se défendre quand on est attaqué. Enfin je le vois, je l'ai vu assez dans l'air, c'est évident pour tout le monde apparemment. Bien sûr. Il y a des milices d'autodéfense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population prend les armes pour se défendre elle-même face aux émeutiers, elle se fait justice? Alors, il y a également un nouveau paradoxe, là, c'est celui de devoir assurer sa sécurité dans un État démocratique qui devrait le faire de manière à ce que les citoyens ne le fassent pas de leur propre chef dans un état de légitime défense. Bah c'est ce qu'ils font les Kanaks, c'est ce qu'ils font, c'est pour ça qu'il y a des manifs, c'est pour ça qu'ils crament des trucs. C'est un délire, quand c'est des blancs, ils peuvent faire des milices, tout va bien, c'est de l'autodéfense. Par contre quand c'est des Kanaks qui demandent qui veulent juste des droits, qui veulent juste que ce soit décolonisé pour avoir l'indépendance de leur délire, de leur terre, là par contre, oh non là c'est du racisme anti-blanc et là par contre c'est du terrorisme. Par contre quand c'est des colons qui font des milices, non mais c'est de l'autodéfense ma gueule, t'inquiète pas. Et oui, en situation coloniale, une fois là-bas, une fois colon, faut bien se défendre. Comme les Français d'Algérie devaient eux-mêmes se défendre. Une fois au pied du mur, vous voulez faire quoi d'autre? Et oui, j'avais parlé de l'Algérie tout à l'heure aussi, je suis trop fort, putain, Usul, Lumi, n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez un troisième, un trio, n'hésitez pas. Ce sont les mêmes discours qu'à l'époque de l'Algérie française, et les similitudes ne s'arrêtent pas là. On a aussi pu entendre, par exemple, que les Kanaks ne sauraient pas gérer leur propre terre, et puis que c'est nous qu'on a construit des routes et des écoles, enfin vous voyez le topo. Alors ça, les routes et les écoles, on n'arrête pas de me le ressortir quand je parle de colonisation, de l'Algérie, de ce que tu veux. Oui mais les blancs ils ont fait des routes et des écoles. Oui mais d'un côté, j'ai envie de te dire connard, les routes ils les ont fait pas pour rendre service, mais pour, peut-être pour transporter les richesses qu'ils ont pillées au pays, peut-être. Ce qui est des comparaisons, la plupart du temps, on accepte de comparer ça aux révoltes des banlieues. Par contre, n'allons pas trop loin. Rien à voir avec la révolution en Algérie. Ah non, là-dessus, Routel Krief, elle a été très claire. Hein. Le temps des colonies, tout ça, c'est fini. Il n'y a plus de colonies. C'est une affaire réglée depuis longtemps, ça. Et donc, depuis le discours de Brazzaville du général de Gaulle en 1946, nous n'avons plus une population. Nous n'avons pas le schéma de la population minoritaire qui détiendrait le pouvoir et une majoritaire qui serait opprimée. En plus, cette population kanak, elle a le droit de vote depuis 1957 et surtout, donc je crois que le schéma décolonial simpliste ne s'applique pas à ce territoire. Bah oui, non, mais bien sûr, ça s'applique pas. On est dans une colonie où on veut réprimer les libertés indépendantistes dans les deux cas, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, bien sûr, évidemment. Je sais pas quoi rajouter. Elle a pas regardé striptease, elle. Non, la take est osée quand même. Hein. Et même Jean-Michel Apathy, il s'est dit je peux pas laisser ça comme ça. Il lui a répondu sur Twitter. Écoutez, comme l'Algérie, la Nouvelle-Calédonie a été conquise par la force. Des rébellions contre l'occupant ont été réprimées de la même manière, ici et là-bas. Un statut de l'indigénat restrictif et humiliant a été appliqué ici et là-bas. La terre a été volée pour des colons dans les deux territoires où a été imaginé à l'identique le projet de colonie de peuplement. Putain, mais quand c'est Michel Apathy qui est obligé de carry la justice, carry la réalité et de rappeler les faits, c'est que vraiment on en est là quoi. Jean-Michel Apathy. Voilà, reconnaître qu'il y a des similitudes entre les deux situations, c'est reconnaître que oui, va peut-être falloir partir. La décolonisation, parfois c'est ça, faut rapatrier les colons quoi. Pas tous. Tous, Christine, tous.
Et oui, à l'époque, pour l'Algérie, on a rapatrié les colons. Même ceux qui étaient nés ici, bah oui, c'est terrible, mais c'est comme ça. Vous préférez quoi, en fait? Vous préférez soit la ségrégation, on continue la ségrégation, on fait une guerre civile complète, on les écrase dans le sang? Parfois, le rapatriement, c'est la solution la plus humaine. Sauf qu'en Kanaki, contrairement à ce qui s'est passé en Algérie, le peuplement a déjà bien avancé. Aujourd'hui, les Kanaks sont minoritaires, ils ne représentent plus que 40% de la population. Donc à ce moment-là, on peut les écraser politiquement en invoquant la démocratie. Oh oui, la démocratie, bonne idée, tiens. S'il y a bien un sujet qui mérite de la contextualisation, c'est bien celui de la situation coloniale en Kanaki. Mais vous voyez que c'est difficile, et c'est d'autant plus difficile quand on se refuse à parler de colonisation, à appeler un chat, à appeler les colons des colons. Ah, mais on peut pas dire colons, parce que des gens comme Nicolas Metzdorf ou Sonia Backès, ils sont nés là-bas, donc tout le monde est français, tout le monde est calédonien, il y a plus de colonisés, il y a plus de colonisateurs, c'est bon. Oh, c'est mignon du coup, et on chie des arcs-en-ciel, putain, c'est trop bien, y a pas de racisme, y a plus de colonies, le temps c'est fini, trop cool. Combien de générations il faut pour ne plus être un colon? On sait pas. Par contre, tant qu'il y a une situation coloniale, il y a des colons. Bon, bah là, la situation coloniale, elle est assez évidente. Ah oui, comment sont traités les Kanaks? D'égal à égal? C'est peut-être vrai dans la loi, mais ça n'est pas dans les faits. C'est ça le problème en fait, c'est que à la rigueur, j'ai envie de dire, s'il y avait une vraie situation de tout le monde est égaux, une vraie entente, vraiment quelque chose de propre, pourquoi pas, tu vois, bon bah ils sont là depuis longtemps, effectivement, les colons, ils se sont adaptés, ils ont pas forcé à tout prendre pour eux, pourquoi pas, il peut y avoir une situation d'entente, ça peut matcher. Mais là, c'est pas ce qui se passe. Là, on le voit bien. On l'a bien vu dans le striptease, on le voit bien dans la vidéo. Et c'est ça le problème, en fait. Il faut soit vraiment que tout le monde soit égaux, mais pas que dans la loi, aussi dans les faits, ou soit que la colonisation, elle s'arrête et que les colons, ils rentrent chez eux. On a des gens qui sont chez eux, qui n'ont pas d'emploi, qui vivent, qui sont défavorisés. Et à côté de ça, on voit des employeurs qui font venir des gens de métropole pour venir travailler. Donc, Ça, c'était la matinale de France Culture samedi dernier. Et l'homme que vous venez d'entendre, c'est Romuald Pidgeot. C'est le secrétaire adjoint de l'Union calédonienne. C'est un des rares Kanaks qu'on a pu entendre dans les médias français. Il y en a eu d'autres. Il y a eu l'acteur Rivaldo Pawawi, assez ce soir. Il y a eu Christian Tin, un des responsables de la CCAT, dont une interview a été diffusée sur France Info. On appelle au calme et puis dire que le temps du deuil, là, dans lequel on veut consacrer un temps pour tous ces jeunes et puis pour la famille du gendarme, de manière à ce qu'on puisse avancer sereinement dans le temps. Oh là là, mais quel méchant terroriste, vous avez vu ce qu'il dit? Il appelle au calme, il appelle à faire en sorte que les gens en deuil, que ce soit du côté des manifestants et des gendarmes, puissent se recueillir. Ouh là là, quel méchant terroriste. Il appelait au calme bien sûr, mais rappelait également les conditions dans lesquelles cette jeunesse avait grandi et n'avait pas pu se faire une place dans cette société coloniale, toujours dominée par les Européens. J'assume les difficultés que traverse cette jeunesse-là qui n'a pas eu droit. Ces jeunes diplômés dans les quartiers aujourd'hui, là, qui n'ont pas eu droit à cette chance de pouvoir se construire une vie. Là-dessus, il dit, comme Romuald Pidgeot, les Européens restent entre Européens. Ils font même venir d'autres Européens pour occuper les emplois, surtout les emplois de cadres. Ils encadrent la société, ils possèdent les commerces, l'immobilier. Bref, c'est assez clair. C'est une situation coloniale presque caricaturale. C'est une situation qui, en 2024, paraît anachronique. Mais pour comprendre cette situation, oui, il faut écouter toutes les parties, pas seulement les colons effrayés. Il faut inviter des chercheurs, maintenant c'est bon, les rédactions ont les numéros de Benoît Trépied ou Isabelle Merle, on va pouvoir avancer. La répression ne va pas tout régler, loin de là. Donc là, la question qui se pose, c'est est-ce que les grands médias vont aider les métropolitains à mieux comprendre cette situation particulière, ou est-ce qu'ils vont se contenter d'accompagner la répression en épousant toujours le point de vue du colon, jamais nommé comme tel? On va voir, on va suivre ça de près, mais enfin bon, là c'est mal barré. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Malheureusement, j'ai ma petite idée sur ce qui va se passer avec ça. Ils vont suivre. Ils vont tout simplement suivre les colons, suivre les mouvements des Français blancs. Et malheureusement, la situation coloniale,
elle risque pas de s'arranger tout de suite, malheureusement. Il n'y a plus qu'à espérer que ça change, que ça s'améliore, qu'on avance, hein, tout simplement, qu'on avance et force au Kanak bien évidemment, mais en tout cas très bonne vidéo malgré le caractère anxiogène et horrible de la situation. Et c'est pour ça qu'il faut jamais prendre pour argent comptant ce que disent les médias, qu'ils soient indépendants, mais encore plus les médias traditionnels. Parce qu'on voit bien qu'ils ont soit pas le temps, soit pas l'envie, soit pas les contacts pour faire du bon travail. Et c'est eux après, quand ça va dégénérer, ils vont faire ouin, je comprends pas, tu vois. Et c'est terrible. Mais en tout cas, très bon sujet de vidéo, vraiment très intéressant. Faudrait que je me renseigne plus et je vous invite vous aussi à vous renseigner plus dessus. Bon voilà, ce best-of rediff est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à Tout est très bien, ma chaîne d'édito politique. N'hésitez pas à mettre un like, partager, tout ça. N'hésitez pas aussi à aller sur Blazy, ma chaîne pop culture. N'hésitez pas à aller sur Blazy Rediff, ma chaîne où je rediff les jeux vidéo, où je fais tout ça. Et si vous aimez vraiment et que vous avez les moyens, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Tipeee et mon Patreon. Ça fait toujours plaisir. Alors maintenant, à savoir si les Kanaks qui sont de droite ou de gauche, ça je sais pas. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que les colonies, ça craint. Allez, salut. Et rappelez-vous, on est en 2024, on n'est pas en 1880, donc faudra peut-être arrêter avec les colonies.